Vous avez déjà entendu un enfant révéler sans filtre un secret qu'il n'aurait jamais dû dire. Ma petite sœur de 5 ans a un jour appelé papa « le gros » et s'est exclamé à la piscine que son ventre ressemblait à celui du Père Noël. 3 mois plus tard, il avait perdu 32 kilos avant de s'effondrer, victime d'une défaillance d'organes. C'est là qu'Emma a avoué qu'elle mettait des gouttes de vitamines dans son eau, que la dame de la salle de sport lui avait donné pour aider papa à maigrir. Ces gouttes, c'était du DNP, un produit qui avait déjà tué 3 culturistes l'année d'avant, et mademoiselle Rachel avait fait le même coup à 17 autres familles, toujours en utilisant les enfants, tout en essayant de s'imposer comme la nouvelle maman d'Emma. Ce jour-là, alors que ma famille et moi étions en maillot de bain au bord de la piscine, ma sœur s'est mise à chanter « Papa le gros », avant d'éclater de rire et de lui sauter dans les bras en lançant « Ton ventre, on dirait celui du Père Noël ». J'ai tout de suite cherché du regard si papa était vexé, mais il a juste rigolé avec tout le monde. Pourtant, le lendemain, mon père, qui ne refusait jamais une gourmandise, a décliné l'invitation d'Emma à manger des crêpes et a affirmé ne pas avoir faim. Emma a pris son petit déjeuner toute seule, jouant avec sa nourriture et demandant, inquiète, « Est-ce que j'ai rendu papa triste ?» Rapidement, il a acheté une balance, et une balance de cuisine, pesant ses blancs de poulet pendant qu'Emma coloriait à côté de lui. Au début, je me suis sentie coupable, persuadée que la remarque maladroite d'Emma l'avait blessée, mais en le voyant mincir de semaine en semaine, j'ai fini par me dire que ce n'était pas plus mal. Il était en meilleure santé. Maman et moi n'arrêtions pas de le complimenter sur son allure. Après un mois, il avait déjà perdu 9 kilos, et ses collègues ne cessèrent de lui faire remarquer sa transformation. Maman semblait plus détendue, plus rayonnante. Papa s'est mis à télécharger des applications de fitness, à fréquenter des forums en ligne, à tester le jeûne intermittent. Il avait l'air fier quand Emma touchait de nouveau son ventre en disant « Le bidon de papa devient plus petit ». Mais j'ai bien vu qu'Emma avait aussi commencé à toucher son propre ventre, l'air préoccupé. Quand j'en ai parlé à maman, elle m'a promis « Je vais lui en parler demain ». Mais le lendemain est passé, et rien n'a changé. Au bout de 3 mois, des signes inquiétants ont commencé à apparaître. Je suis rentrée de la fac pour Thanksgiving, et j'ai trouvé papa en train de faire des jumping jacks dans le garage à 5 heures du matin, le visage creusé sous la lumière crue. J'ai voulu lui parler, mais j'ai pensé à toutes les fois où il n'avait pas pris mes conseils au sérieux. Pour lui, je resterai toujours sa petite fille. Pourtant, dans les jours qui ont suivi, j'ai regretté de m'être tue. Je le surprenais à faire des exercices contre le mur pendant que je lisais une histoire à Emma, ou à faire des pompes pendant qu'elle jouait à la poupée. Emma s'est mise à l'imiter, faisant de petits squats à côté de lui. Je l'emmènerai voir quelqu'un après les fêtes, chuchotait maman. À la veille de Noël, quand j'ai reposé la question, elle a soupiré. Les bons thérapeutes ne prennent pas notre mutuelle. Papa avait installé une appli pour compter les calories sur son téléphone, qui sonnait toutes les heures, et il photographiait tout ce qu'il avalait. Un soir, maman l'a trouvé allongé en larmes sur le carrelage de la salle de bain parce qu'il avait pris 200 grammes. C'est sûrement de la rétention d'eau, a-t-elle tenté de le rassurer, mais il l'a repoussé. Le matin de Noël, tout a basculé. Papa s'est pesé 6 fois de suite pendant qu'Emma, à chaque fois, grimpait après lui sur la balance, fixant des chiffres qu'elle ne comprenait pas. Il n'a pas touché un seul des biscuits qu'Emma avait décorés. Papa fait attention à sa santé, lui a-t-il dit, alors que ses mains tremblèrent sur sa tasse de café noir. Il a même donné sa part du repas de Noël au chien. Quand Emma a demandé pourquoi papa avait l'air triste, il a forcé un sourire, prétextant la fatigue. Je l'ai retrouvé en train de s'entraîner au sous-sol à 2 heures du matin, trempé de sueur. Papa, il faut vraiment que tu arrêtes. Ce n'est plus raisonnable, ai-je insisté. Il s'est tourné vers moi, le regard égaré. Tu ne comprends pas. J'essaie de vous montrer, à toi et à Emma, ce que c'est que la discipline. Ses os saillaient sous son survêtement. Vous n'aurez plus jamais honte de votre père. En février, papa était devenu méconnaissable. Ses joues creusées, son alliance flottait à son doigt. Emma ne lui demandait même plus de jouer. Il était toujours trop fatigué ou occupé à faire du sport. L'institutrice d'Emma a appelé, car elle refusait de déjeuner à l'école. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste, a menti maman. Quand j'ai insisté, elle s'est effondrée. Je n'en peux plus avec eux deux. Si je m'occupe d'Emma, qui surveille papa? Il s'est évanoui pendant un entraînement de foot d'Emma, prétextant la déshydratation, alors que les autres parents chuchotaient. Maman le suppliait d'aller chez le médecin. Lui nous accusait de vouloir saboter ses efforts. J'avais beau croire savoir à quoi ressemble un trouble alimentaire, ce que j'ai vu ces dernières semaines dépassait tout. Il perdait la mémoire, ne savait plus où il était, regardait Emma comme s'il ne la reconnaissait pas. Ses mains tremblaient tellement qu'il n'arrivait plus à tenir un crayon. La maison était imprégnée d'une odeur de sueur acide qui suintait de lui en permanence. Le jeudi matin où tout a éclaté, Emma prenait son petit déjeuner quand un grand bruit a retenti à l'étage. Maman et moi avons couru et découvert papa effondré sur le sol de la salle de bain, son corps squelettique pris de convulsions. La balance affichait 59 kilos pour 1,83 m. « Appelle les secours !» a crié maman, la tête de papa entre ses bras. Emma est apparue dans l'embrasure de la porte, serrant son éléphant en peluche. « Qu'est-ce qu'il a, papa ?» Je l'ai emmené aussitôt, mais elle en avait déjà trop vu. Les yeux de papa roulaient, sa respiration était faible, sifflante, de la mousse s'accumulait au coin de ses lèvres. Pourtant, il semblait étrangement lucide. « Ça va ?» a-t-il marmonné à travers la mousse, essayant de sourire alors que son corps le lâchait. Pourquoi tout le monde pleure? Il a tenté de se relever, incapable de comprendre qu'il était en train de mourir. Regarde, plus de ventre de Père Noël. Emma sera fière. Cette phrase m'a brisée. Les ambulanciers s'activaient, annonçaient un rythme cardiaque dangereusement bas, une tension quasi inexistante. Malnutrition sévère, a soufflé l'un d'eux. Défaillance d'organes. Ils l'ont emporté sur une civière. Emma, les yeux embués de larmes, regardait fixement par la fenêtre. « Papa est malade parce qu'il a arrêté de manger ?» a-t-elle lancé d'une petite voix. Sa question m'a transpercée. Lorsque l'ambulance a disparu, Emma s'est agrippée à mon t-shirt. « J'ai un secret », m'a-t-elle soufflé. Je mettais quelque chose dans l'eau de papa pour qu'il devienne mince. C'est la dame de la salle de sport qui me l'a donné. Mon sang s'est glacé.
J'ai saisi Emma par les épaules, les mains tremblantes, en la pressant de me dire ce que cette femme lui avait donné. Elle a eu un petit sourire fier et a fouillé dans son sac à dos Disney Princess pour en sortir un flacon de liquide transparent, étiqueté de manière floue, gouttes vitaminées pour l'eau. L'étiquette était à moitié effacée, illisible sur la plupart du texte. J'avais le ventre noué en la regardant. Madame Chen, notre voisine, nous surveillait par sa fenêtre, le visage collé à la vitre. J'ai sorti mon téléphone pour prendre des photos de la bouteille, sous tous les angles, toujours en tremblant. Les ambulanciers venaient à peine de quitter les lieux, mais il fallait que je garde des preuves. J'ai appelé maman pour la mettre au courant et elle, en panique, n'a eu qu'un réflexe. Me hurler de mettre Emma à l'abri et de ne penser au reste qu'après. Sa peur décuplait la mienne. Un Uber est arrivé rapidement. J'ai serré fort Emma et la bouteille contre moi en montant dans la voiture, pendant que ma sœur racontait à quel point elle avait été d'une aide précieuse. Le chauffeur nous a lancé un regard inquiet par le rétroviseur et a demandé si tout allait bien. J'ai tenté un sourire, mentant en expliquant que nous allions rendre visite à notre grand-père malade. Emma a opiné, toute excitée, en inventant des histoires sur la chambre d'hôpital de papy, qui n'existait pas. À l'hôpital, j'ai foncé vers le bureau de triage. L'infirmière a à peine posé les yeux sur la bouteille que je lui tendais, que son visage s'est décomposé. Elle a aussitôt appelé l'équipe des urgences, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Maman était déjà dans la salle d'attente, submergée par des sanglots incontrôlables. Dès qu'elle m'a aperçue, elle s'est jetée sur moi, m'accusant à haute voix, hurlant que tout était de ma faute, puisque je n'avais pas surveillé Emma. Les infirmières se sont précipitées alors qu'elle s'écroulait, et la sécurité rôdait dans le couloir, impuissante face à l'effondrement de notre famille en plein milieu des urgences. Une assistante sociale nous a rejointes et a proposé d'emmener doucement Emma au service pédiatrique pour lui poser quelques questions. Emma s'accrochait à son éléphant en peluche pendant qu'on l'éloignait. Je suis restée auprès de maman, qui alternait entre des crises de larmes et un regard éteint fixé sur le mur. À travers les portes vitrées, je voyais Emma, installée dans une salle de jeu lumineuse, raconter joyeusement à l'infirmière que la gentille dame de la salle de sport lui avait dit que papa serait super fier s'il devenait mince comme Superman. L'infirmière blêmissait en entendant ces paroles innocentes. Une autre assistante sociale est venue évaluer notre situation familiale pendant que maman était avec papa en réanimation. Je me suis retrouvée seule dans une salle au mur blanc, à répondre à des questions intrusives sur notre quotidien, sur les habitudes alimentaires de papa ou le comportement d'Emma. Mon téléphone s'est mis à vibrer, c'était maman, mais il s'est éteint avant que je n'aie le temps de décrocher. L'assistante sociale notait mon agitation et ce qu'elle appelait nos versions contradictoires à propos du produit donné à papa. J'ai essayé d'expliquer, mais la fatigue embrouillait mes pensées. Il a fallu 2 heures avant que la police n'arrive pour récupérer la bouteille comme pièce à conviction. Emma s'était endormie sur mes genoux, épuisée par tous ces interrogatoires. Le policier a scellé non seulement la bouteille, mais tout le sac à dos de princesse d'Emma, expliquant que tout pouvait servir d'élément d'enquête. Emma a bougé un peu, murmurant à propos de ses jouets préférés à l'intérieur. Maman est revenue de la réanimation, prise d'hystérie. Les reins de papa lâchaient, les médecins faisaient tout leur possible, mais son corps avait trop souffert. En voyant les papiers de la police étalés sur la table, elle s'est effondrée, répétant comme un mantra que tout cela était bien réel, que quelqu'un avait voulu le tuer. Le poids de la situation nous a tous écrasés. Après une nuit blanche à la maison, avec Emma qui se réveillait toutes les heures en demandant après papa, j'ai pris la voiture à l'aube. Nous avons croisé l'église où le groupe de prière du matin se rassemblait. J'ai ralenti, tenté de m'arrêter pour trouver du réconfort, que quelqu'un me rassure et me dise que ce cauchemar allait enfin cesser, mais j'ai finalement continué jusqu'à la salle de sport de papa, espérant obtenir des réponses. Sur mon téléphone, la page Facebook de la salle affichait des dizaines de messages inquiets sur la fermeture soudaine et l'absence de Rachel. Je rafraîchissais la page et voyais les commentaires disparaître les uns après les autres, effacés en temps réel. À ce moment-là, j'ai compris qu'ils savaient que la situation était grave. En rentrant, j'ai trouvé maman toujours à l'hôpital, où elle tenait depuis 36 heures, sans interruption. Il fallait que je m'occupe d'Emma, qui ne cessait de demander quand elle reverrait la dame des vitamines. Elle s'ennuyait de son amie Rachel et voulait lui montrer le dessin qu'elle avait fait de papa en train de guérir. J'essaie de comprendre comment Emma a pu mettre la main sur ses gouttes. Est-ce vraiment Rachel qui lui a donné ? Quand j'entends Emma expliquer comment elle voulait aider papa à mincir, je me demande ce que cette femme de la salle de sport a pu lui raconter. Le lendemain après-midi, la sonnette a retenti. Les services de protection de l'enfance étaient venus pour un contrôle, à cause d'un signalement d'une personne inquiète du quartier concernant une fillette livrée à elle-même. J'ai rassemblé tout mon courage pour les accueillir, le cœur battant. Pendant l'entretien, je suis restée raide sur le canapé tandis qu'Emma, insouciante, jouait à ses pieds. L'assistante sociale prenait soigneusement des notes, alors qu'Emma racontait qu'elle aidait plein de gens à devenir plus sains, pas seulement papa. J'ai senti le sang me glacer, mais j'ai gardé un visage impassible, consciente que la moindre réaction serait consignée. L'agent a noté ma fatigue, mon air épuisé, et a posé des questions précises sur d'éventuels antécédents familiaux de consommation. Emma a évoqué les boissons spéciales de papa, et j'ai dû expliquer tant bien que mal qu'il s'agissait uniquement de ses shakes protéinés et de ses compléments alimentaires, priant pour qu'elle ne mentionne pas les fameuses gouttes. Le stylo de l'assistante sociale n'arrêtait pas de gratter sur son carnet. 3 jours après que tout a basculé, tante Catherine a débarqué sans prévenir, prétextant que maman lui avait demandé de venir chercher Emma. J'ai aussitôt senti que quelque chose clochait. Maman ne pouvait pas supporter Catherine depuis leur dispute sur l'héritage de mamie, 2 ans plus tôt. Catherine m'a tendu son téléphone, brandissant des messages envoyés depuis le portable de maman qui lui demandèrent de prendre Emma. Mais en vérifiant les heures d'envoi, j'ai constaté que ces messages étaient partis alors que maman était sous sédatif à l'hôpital, en pleine crise de panique. Les dossiers médicaux le prouveraient sans peine. J'ai refusé catégoriquement de laisser Catherine emmener ma sœur. Notre dispute en plein jardin a attiré tout le quartier.
Certains voisins dégainaient déjà leur portable pour filmer la scène. Emma, derrière la fenêtre, nous observait sans comprendre pourquoi je m'opposais à ce qu'elle parte avec sa tante. Prendre une glace! Catherine, furieuse, a quitté la maison en hurlant qu'elle reviendrait accompagnée de son avocat. Le soir même, mon téléphone a vibré. Un message sur Instagram, signé Mélissa. Elle expliquait qu'elle avait travaillé à la salle de sport de papa, mais avait démissionné le mois précédent. Son message était court, mais glaçant. Cette femme est dangereuse. On peut se voir? Je suis restée un long moment à fixer l'écran, indécise. Accepter signifiait devoir emmener Emma avec moi au Starbucks le lendemain matin. Tandis que ma petite sœur de 5 ans s'appliquait à colorier son livre de princesse, Mélissa et moi murmurions autour d'un café, la tension flottant entre nous si fortement que les autres clients nous laissaient instinctivement de l'espace. Emma, fière, montrait à qui voulait bien regarder son dessin d'un papa tout en muscles. Les mains de Mélissa tremblaient lorsqu'elle a commencé à raconter ce qu'elle savait. La fameuse Rachel avait pris l'habitude de cibler des pères fragiles, s'introduisant toujours dans leur vie par l'intermédiaire des enfants. Elle avait déjà vu ça, mais elle s'est arrêtée net, incapable de terminer sa phrase à propos de mon père. Ton père devait juste perdre un peu de poids. Pas. Elle s'est tue, les yeux rivés sur le dessin d'Emma. Un malaise grandissant m'a envahi. Il fallait absolument retrouver Rachel avant qu'elle ne disparaisse pour de bon. Mais ce soir-là, Emma a piqué une crise au moment du coucher, sanglotant à n'en plus finir parce que son papa et la dame des vitamines lui manquaient. Elle a hurlé pendant 2 heures et toute velléité d'enquête s'est envolée. J'ai passé la soirée à tenter de la consoler. Quand elle s'est enfin endormie, j'étais vidée, incapable de faire autre chose que sombrer à ses côtés. Le lendemain matin, un choc m'attendait. Rachel était devant notre porte, un bouquet de fleurs et un ours en peluche à la main pour Emma. Elle affichait un sourire compatissant en agitant sous mon nez le formulaire d'inscription de papa à la salle de sport. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle m'expliquait que papa l'avait désigné comme contact d'urgence, ce qui lui donnait accès à toutes ces informations. Le cri de joie d'Emma a retenti dans la maison quand elle s'est précipitée dans les bras de mademoiselle Rachel. Je me suis postée devant la porte, attentive au moindre geste de Rachel, qui semblait parfaitement rodée à ce genre de situation. Elle a exprimé avec aisance à quel point elle avait été bouleversée d'apprendre la maladie de mon père. Sa voix sonnait juste, dans la tonalité de l'inquiétude idéale, mais son regard, lui, restait froid et calculateur. Emma sautillait, tout excitée, serrant son nouvel ours en peluche. Rachel a ajouté qu'elle était aussi le contact d'urgence d'Emma à la garderie de la salle de sport, brandissant un autre formulaire signé par papa plusieurs mois auparavant, et s'est empressée de proposer son aide pour la garde d'enfants pendant cette période compliquée. L'ampleur légale de ces papiers m'a frappée en pleine figure. Elle avait toutes les raisons du monde de se mêler de nos affaires. J'ai pris mon téléphone et commencé à enregistrer discrètement, pendant que Rachel vantait les mérites de compléments naturels censés nous aider à gérer le stress. Emma, surexcitée, a sorti ses dessins de papa tout maigre pour les montrer à mademoiselle Rachel. Le sourire de Rachel ne l'a pas quittée, mais il n'atteignait jamais ses yeux quand elle félicitait Emma pour ses œuvres. À cet instant, l'écart entre ses paroles et son regard m'a glacée. Plus tard dans la journée, le mari de Rachel m'a appelée. Sa voix était glaciale quand il m'a ordonné d'arrêter de harceler tous les employés de la salle de sport. Il a détaillé chaque tentative de contact, précisant que tout était consigné et que je risquais des poursuites pour harcèlement si je continuais. Maman est enfin rentrée ce soir-là. En voyant le bouquet de Rachel sur le plan de travail, elle s'est effondrée en larmes. À travers ses sanglots, elle m'a reproché mon manque d'empathie, assurant que même des étrangers faisaient preuve de plus de compassion que moi. Ces mots m'ont blessée, mais je ne pouvais rien révéler sur Rachel sans passer pour une folle. De toute façon, maman était trop abattue pour entendre quoi que ce soit. Les factures de l'hôpital ont commencé à tomber, déjà à 47 000 $, l'assurance refusant de couvrir les frais au prétexte que l'état de papa relevait de l'automutilation. Une nuit, j'ai retrouvé maman recroquevillée devant son ordinateur, en train de chercher désespérément un avocat spécialisé dans les cas d'empoisonnement au DNP. La carte de visite de Rachel traînait à la poubelle. Je l'ai récupérée plus tard, sans qu'elle me voie. J'ai poursuivi mon enquête sur le compte Instagram bien-être de Rachel. Des centaines de photos avant-après s'y entassaient, toujours les mêmes papas du coin, posant avec leurs enfants et remerciant Rachel d'avoir transformé leur famille. Le schéma était évident. Tous perdirent du poids à vue d'œil, jusqu'à une maigreur inquiétante, suivant exactement le même chemin que papa. L'école a appelé le lendemain matin. Emma avait raconté à ses copains qu'elle avait rendu papa malade avec un médicament spécial. On exigeait une évaluation psychiatrique en urgence. La directrice, d'un ton inflexible, m'a expliqué qu'il s'agissait désormais d'un signalement obligatoire. Une nouvelle enquête officielle venait d'être ouverte. Lors de l'entretien avec la psychiatre, Emma a mentionné sans s'émouvoir que Rachel lui avait appris à verser des gouttes dans les boissons des autres aussi. Elle a cité des noms, l'amie de maman, Jeannette, Madame Kim du club de lecture. Le visage de la psychiatre s'est affaissé d'un coup. Elle s'est excusée et a quitté la pièce, téléphone à la main, discutant avec urgence derrière la vitre. Lorsque la décision de placer Emma sous surveillance de l'aide sociale à l'enfance est tombée, la réaction de maman a été explosive. Elle s'est mise à me hurler dessus, m'accusant d'avoir monté tout le monde contre nous alors qu'elle ne comprenait même pas que je n'avais rien dit à personne. Ses reproches tombaient, cinglants. Tu étais jalouse de la relation entre Rachel et Emma. Tu veux détruire notre famille. Tu ne supportes pas de ne pas avoir le contrôle. À chaque mot, je la sentais s'éloigner un peu plus. 2 jours plus tard, le frère de papa est arrivé de province. Il avait déjà rencontré Rachel à l'hôpital, et elle l'avait complètement charmée. Il ne jurait plus que par elle, persuadé qu'elle était la seule à vraiment comprendre ce que papa traversait. Sa façon de la défendre, comme si elle était irréprochable, m'a fait réaliser que Rachel avait déjà pris l'avantage. J'ai alors appris qu'elle venait voir papa pendant les heures réservées au personnel,
là où la famille n'a pas accès, en utilisant son badge de coach sportive pour entrer. L'infirmière de Réa m'a parlé de la fidélité de cette entraîneuse, qui passait chaque jour. Imaginer Rachel au chevet de papa, inconscient, me rendait malade. La psy d'Emma m'a prise à part après une séance, me prévenant qu'Emma montrait clairement des signes de manipulation, mais qu'elle ne pouvait rien affirmer sans les analyses du fameux flacon. La police disait que ça prendrait des semaines. Chaque jour qui passait laissait à Rachel un peu plus de temps pour agir sur Emma, sur notre famille, pour mettre à exécution son plan malsain. Puis elle a dégainé un coup terrible. J'ai déposé une demande pour devenir tutrice ad litem d'Emma, en invoquant l'instabilité familiale et notre relation d'accompagnement déjà construite. Rachel a sorti les registres de la garderie du club de sport, qui prouvaient des mois d'échanges quotidiens avec Emma. Évidemment, la justice lui donnait raison. Les résultats du labo sont tombés plus vite que prévu. Les gouttes étaient bourrées de DNP, un produit amaigrissant interdit qui cuit littéralement les gens de l'intérieur. 3 culturistes en étaient morts l'an dernier. Mais quand j'ai présenté ça à la police, ils m'ont expliqué que le témoignage d'Emma était trop marqué par le traumatisme. Sans aveu de Rachel ou preuve supplémentaire irréfutable, impossible de prouver que c'était elle qui avait donné les gouttes à Emma, plutôt que papa ne les ait achetées lui-même. C'est à la bibliothèque municipale que j'ai eu une vraie avancée. Un ancien employé de la salle de sport avait laissé le drive Google du staff ouvert sur un ordi. J'ai pu tomber sur les dossiers clients de Rachel, son protocole spécial détaillé, avant que tout ne se ferme. Je faisais des captures d'écran à la va-vite, les mains tremblantes. Mais je savais que ces preuves risquaient de ne jamais être acceptées. Oncle David a proposé son aide, mais à condition que je retire toutes mes accusations contre Rachel. Il m'a sorti que son cabinet dentaire ne survivrait pas à un scandale pareil, ajoutant qu'il avait une fille du même âge qu'Emma, comme si ça excusait sa couardise. Le soutien de la famille partait en miettes. Maman a découvert mes incursions nocturnes à la salle de sport par notre compte Ring partagé. Les images de moi rentrant à 3 heures du matin, épuisée et hagarde à force d'enquêter, ont été la goutte d'eau. L'avocat de Rachel avait insinué que mon comportement de harcèlement pouvait me coûter la garde. Maman m'a viré ce soir-là, préférant la tranquille stabilité d'Emma à la vérité. J'ai fini par vivre dans ma voiture, garée devant l'hôpital. J'assistais impuissante aux visites surveillées de Rachel et Emma à papa. À travers la vitre, je voyais Emma embrasser la main squelettique de papa, lui murmurer des mots à l'oreille alors qu'il ne réagissait pas. Rachel veillait derrière elle, la main posée sur son épaule comme pour marquer son territoire. J'ai convaincu une amie de la fac de se faire passer pour une cliente. Elle a planqué une caméra dans le studio privé de Rachel. Les images qu'elle a rapportées faisaient froid dans le dos. Les murs étaient tapissés de photos de transformation, certaines avec des croix rouges sur le visage de plusieurs pères. Pourquoi Rachel débarquait-elle chez eux avec des fleurs et une peluche pile au moment où tout s'effondrait? Le timing était trop parfait, surtout avec les papiers du club de sport que papa aurait soi-disant signés des mois plus tôt, lui donnant accès à Emma et à toutes nos infos familiales. La photo de papa portait déjà cette marque inquiétante. Les dossiers de Rachel mentionnaient les doses à administrer aux enfants. Emma figurait avec la mention « augmenter si besoin ». Un allié inattendu est entré en jeu, l'ex-petite amie de papa à la fac m'a contacté. Son mari était mort d'une défaillance soudaine des organes après avoir rejoint le programme de Rachel. Leur fille avait été retrouvée en train de jouer avec les vitamines de papa. Elle détenait des preuves cruciales mais était morte de peur à l'idée de témoigner, et ça se sentait jusque dans ses messages. L'audience de la garde a été reportée quand l'ex de papa a transmis ces éléments. Mais ce délai a profité à Rachel, qui a pu instaurer une routine stable avec Emma, que le juge finirait par entériner. Le système censé protéger les enfants se retrouvait manipulé par celle-là même qui les mettait en danger. Mes cartes bleues explosaient, sous le poids des nuits d'hôtel, de l'essence, des impressions de preuves que personne ne regardait. Pendant ce temps, Rachel postait des stories Instagram depuis la maison de papa, où elle avait certainement pénétré grâce à Emma. La voir investir notre espace, toucher à nos affaires, jouer à la famille parfaite avec ma sœur, me rendait fou. L'affrontement au supermarché était inévitable. Je les ai croisés en train de faire les courses, Emma assise dans le chariot pendant que Rachel choisissait des légumes bio. Quand Emma a appelé Rachel « nouvelle maman », j'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai éclaté, attrapé le chariot, hurlé à Rachel de laisser ma sœur tranquille. Les vigiles m'ont sorti sous les regards et les portables pointés des clients, tandis qu'Emma pleurait sa nouvelle maman tout du long. Mon université m'a suspendue en urgence, juste après que Rachel leur a envoyé une vidéo de mes soi-disant harcèlements. Plus de campus, plus de resto U, je n'avais plus d'autre choix que de dormir dans ma voiture. Mes études, mon avenir, tout s'effondrait, simplement parce que j'ai voulu sauver ma famille. Depuis le parking de l'hôpital, là où je passais mes nuits, je surveillais les allées et venues. Je chronométrais les visites de Rachel à papa, notant ses habitudes. Elle venait toujours pendant les changements d'équipe, quand le personnel était moins attentif, restait à chaque fois exactement 55 minutes. Toujours la même place de parking, toujours le même sac noir. Et puis, en pleine nuit, le message de maman est tombé à 2 heures du matin. Elle me suppliait d'arrêter de faire du mal à la famille, de laisser Emma trouver un peu de stabilité auprès de quelqu'un qui l'aimait vraiment. Ce que j'ai ressenti dans ses paroles, cette impression d'être trahie, m'a blessé bien plus profondément que ses accès de colère. Maman avait baissé les bras. Plutôt que de protéger Emma d'une manipulatrice, elle avait préféré s'accrocher à une façade de tranquillité. Mon enquête, elle, faisait des dégâts autour de moi. Mélissa a perdu son nouveau travail après que Rachel a envoyé à son employeur des vidéos de l'associé de la personne instable. Sa grossesse l'a rendue inemployable. Son mari lui a interdit tout contact, pensant d'abord à leur bébé, pas à la vérité. Encore une alliée perdue à cause de la stratégie perfide de Rachel. L'ex de papa aussi a jeté l'éponge, après que sa fille survivante a paniqué en croisant Rachel au supermarché. Elle n'a pas pu se résoudre à faire revivre ça à son enfant. Je comprenais, mais je sentais l'étau se resserrer. Tous ceux qui auraient pu m'aider étaient systématiquement mis à l'écart ou intimidés.
Ma coloc à la fac a lancé la question qui me hantait. Et si les flics avaient raison? Et si papa avait bel et bien voulu ces substances? Le doute s'est insidieusement immiscé, comme un venin. Peut-être que c'est moi qui détruisais notre famille. Peut-être que Rachel essayait simplement de nous tendre la main. Peut-être que l'obsession de papa n'était que de sa faute. Lors de l'anniversaire du neveu de papa, épuisé, j'ai baissé la garde. J'ai avoué à ma tante avoir fouillé les dossiers de la salle de sport. Elle s'est empressée de tout raconter à l'avocat de Rachel, qui s'est emparé de l'information pour le dossier de garde. Ma propre famille fournissait les arguments pour mon exclusion, m'offrant les armes de mon bannissement. Puis je suis tombée sur les photos du téléphone de papa. Découverte dévastatrice. Lui-même avait fait des recherches sur le DNP des mois avant le drame. Son historique montrait des recherches sur des produits illicites pour maigrir, des méthodes extrêmes, des raccourcis dangereux. Il avait peut-être demandé de l'aide à Rachel au début. Découvrir qu'il n'était pas simplement victime compliquait tout. L'avocat de Rachel a déposé une demande d'ordonnance restrictive d'urgence, s'appuyant sur les témoignages de ma propre famille. L'audience a été avancée, alors que je cherchais encore un avocat que je n'avais pas les moyens de payer. La justice allait à toute vitesse contre moi, mais traînait des pieds quand c'était moi qui en avais besoin. La vérité sur Rachel s'est révélée dans ses dossiers de traitement. Elle était persuadée de sauver des familles de pères faibles. Son propre père était mort d'obésité quand elle avait l'âge d'Emma. Sa logique tordue ressortait noir sur blanc. S'ils meurent, ils meurent transformés. S'ils survivent, ils sont reconnaissants. Les enfants méritent des pères en forme. Elle se voyait comme une sauveuse, pas comme une criminelle. J'ai fini par convaincre l'institutrice, touchée par la situation, d'enregistrer ce qui se passait en classe. Sur la vidéo, Emma expliquait aux autres enfants comment ajouter des vitamines dans l'eau du poisson rouge de la classe. À l'heure du goûter, les poissons flottaient tous à la surface. L'institutrice était horrifiée, mais moi, je ne ressentais qu'une froide détermination. Enfin une preuve. Quelque chose en moi s'est brisé. La grande sœur bienveillante qui n'aurait jamais utilisé Emma n'existait plus. Elle avait laissé place à quelqu'un prêt à exploiter une fillette de 5 ans pour obtenir ce dont j'avais besoin. Je me détestais, mais Rachel ne m'avait laissé aucune autre issue. Pour combattre un monstre, il fallait parfois en devenir un. L'enregistrement montrait plus que l'incident avec les poissons. Lors d'une visite encadrée, Rachel avait appris à Emma à écraser des vitamines dans les boissons à la garderie. Emma montrait, fière, comment elle aidait à rendre les gens en bonne santé comme papa, en versant la poudre dans les briques de jus. Les autres enfants la regardaient, intrigués. Le jour de l'audience pour l'ordonnance restrictive a été le coup de grâce. J'ai vu Rachel verser de vraies larmes en expliquant qu'elle ne voulait qu'aider une famille en détresse. Elle semblait sincèrement bouleversée en racontant la descente aux enfers de papa. Le juge hochait la tête, avalant chaque mot de sa mise en scène. Il a accordé l'ordonnance. J'ai été interdite d'approcher Emma, maman, et tout endroit où Rachel pouvait se trouver. D'un coup de marteau, le juge m'a exilée de ma propre famille. Je suis restée dans ma voiture devant le tribunal, regardant Rachel enlacer ma mère en pleurs, Emma s'accrocher à sa nouvelle tutrice. Désormais, tout dépendait d'un possible réveil de papa, mais les médecins préviennent que ces lésions cérébrales pourraient bien rendre impossible tout retour à la normale. Les machines rythmaient un temps qu'on n'avait plus. Chaque jour dans le coma renforçait un peu plus l'emprise de Rachel sur Emma. L'institutrice a fini par appeler maman après qu'Emma a empoisonné le lait de ses camarades avec de la craie. Maman a commencé à voir le schéma, mais restait paralysée par la peur de perdre la garde d'Emma. Elle prenait enfin conscience du danger, mais se sentait impuissante. Son réveil arrivait trop tard. À l'hôpital, les collègues prenaient un parti à mesure que l'histoire se répandait. Une infirmière de Réa a pris des risques pour me donner des nouvelles de papa. D'autres signalèrent ma présence à la sécurité. Même sur le parking, je devais bouger ma voiture sans cesse, surveillée par la ronde de la sécurité. Trouver un endroit pour dormir était devenu une épreuve. Mon avocat m'a expliqué que l'enregistrement de l'institutrice, obtenu de façon détournée, serait rejeté au pénal. La seule preuve de l'influence de Rachel n'était pas exploitable pour la stopper. Les subtilités de la loi protégèrent la prédatrice et entravèrent le protecteur. Le patron de papa lui devait un service pour une vieille histoire de détournement de fonds. Il a accepté d'engager un détective privé, mais seulement pour 48 heures. Après, il ne voulait plus rien savoir. Même les dettes ont leurs limites, surtout quand la réputation entre en jeu. Mais 48 heures, c'était toujours ça de prix. Le détective a déniché 2 autres cas dans des villes voisines. Des familles réduites au silence par des accords de confidentialité signés après des arrangements à l'amiable négociés par l'avocate de Rachel. Le schéma dépassait tout ce que j'avais imaginé, mais le silence s'achetait, rendant la vérité intouchable juridiquement. J'ai finalement réussi à parler à une veuve, qui m'a confié que son mari savait que les gouttes étaient dangereuses, mais qu'il n'avait pas pu s'arrêter. L'addiction à la transformation était trop forte. Les mains tremblantes, elle m'a tendu le journal de son mari. Les pages racontaient en détail son obsession pour la minceur, jusqu'à expliquer comment Rachel l'avait persuadé que mourir transformé valait mieux que vivre gros. La dernière note m'a glacé le sang. Il y disait qu'au moins Lily se souviendrait de lui comme de quelqu'un qui avait essayé. Sa veuve m'a appris que son mari avait pris le risque en toute connaissance de cause, prêt à tout sacrifier pour changer. Quand le détective a enfin réussi à déverrouiller le téléphone de papa, il a mis au jour des textos accablants où il suppliait Rachel de lui donner des doses plus fortes, ne supportant plus de stagner. Rachel l'avait pourtant averti. Emma risquait de les découvrir, mais il s'était entêté, persuadé de maîtriser la situation. Les messages prouvèrent que papa avait préféré mettre Emma en danger plutôt que de renoncer à sa transformation. Il portait donc une part de responsabilité dans son propre empoisonnement. Je suis restée longtemps dans la voiture, sonnée, incapable d'assimiler cette nouvelle réalité. Papa avait consciemment mis Emma en danger à cause de son obsession, mais Rachel avait su exploiter cette faille. J'ai compris que révéler à la fois la complicité de papa et la manipulation de Rachel signifiait sacrifier le peu de réputation qu'il nous restait. Mais empêcher Rachel de nuire comptait plus que de sauver notre image. Tout s'est accéléré le jour où Rachel a demandé le renouvellement de sa licence. Le détective a découvert qu'elle n'avait jamais terminé sa formation en nutrition
et qu'elle s'était inventé des diplômes. L'ordre professionnel ne pouvait pas rester indifférent face à quelqu'un qui exerçait sans qualification. J'ai donc monté un dossier anonyme, me présentant comme un citoyen préoccupé par d'étranges incohérences, et l'ordre a ouvert une enquête sans attendre. Rachel a reçu l'ordre d'arrêter son activité le temps que son dossier soit examiné. Malgré l'ordonnance d'éloignement, son avocat m'a contacté, cherchant à négocier un arrangement. J'ai senti dans sa voix un désespoir qui nous offrait enfin un levier. Chacun s'est préparé pour l'audience visant à modifier la garde. Maman soutenait d'abord Rachel, persuadée qu'elle agissait par bonté. Ma tante, elle, gardait ses distances, voulant avant tout protéger Emma. Quant à oncle David, il prenait la défense de Rachel, craignant d'être mêlé à toute cette histoire. J'ai suivi l'audience en direct, garé dehors, pendant que la sécurité vérifiait régulièrement que je ne m'approchais pas. Durant l'audience, j'ai remarqué que Rachel avait les mains qui tremblaient, exactement comme papa. Elle microdosait du DNP, en testait d'abord les effets sur elle-même. Comprendre qu'elle croyait sincèrement à ses méthodes, au point de risquer sa propre santé, jetait une lumière nouvelle sur sa logique détraquée. Le fait qu'elle ait essayé ses gouttes sur elle avant de les donner à d'autres me poussait à me demander si elle voulait vraiment aider, ou si, au fond, elle savait très bien le danger qu'elle faisait courir. L'enquêteur de l'ordre a témoigné par visioconférence au sujet des faux diplômes de Rachel, détaillant comment elle opérait en ciblant les familles par le biais des enfants, et il a apporté des éléments provenant de plusieurs dossiers. Son avis pesait bien plus lourd que tous les témoignages du cercle familial. Puis, contre toute attente, maman s'est levée. Ce matin même, elle avait découvert d'autres flacons cachés dans le coffre à jouets d'Emma. D'une voix brisée, elle a avoué qu'elle n'avait jamais osé chercher, de peur de découvrir l'implication de sa fille. Le juge a immédiatement suspendu l'audience et ordonné des expertises psychologiques pour tous. En attendant les résultats, Emma devait rester chez ma tante. Le médecin de papa a témoigné à distance que le DNP retrouvé chez papa était exactement le même que celui trouvé dans la bouteille d'Emma, avec le même numéro de lot, preuve scientifique irréfutable. L'effondrement de Rachel lors de son évaluation a tout dévoilé. Enfant, poussée par son père obèse qui la suppliait de lui donner son traitement pour le TDAH afin de maigrir, elle avait cédé. Il est mort d'une crise cardiaque, et depuis, Rachel cherchait à le sauver à travers d'autres pères. Sa pathologie dépassait largement la simple cruauté. Elle était sincèrement incapable de faire la différence entre l'aide et le mal. Le procureur m'a demandé de rédiger une déclaration d'impact pour la condamnation de Rachel pour exercice illégal et mise en danger d'enfant. J'y ai passé des heures, réclamant un suivi psychiatrique obligatoire et l'interdiction de travailler avec des familles, mais pas de prison. L'idée qu'Emma doive rendre visite à quelqu'un derrière des barreaux m'était insupportable. Rachel était malade, pas mauvaise. La garde d'urgence a été confiée à maman, avec moi comme superviseur et un suivi des services sociaux pendant 1 an. Ce n'était pas parfait, mais Emma était protégée et les liens familiaux préservés. Maman et moi avons entamé ce long chemin de reconstruction de la confiance. Le groupe de soutien de papa s'est déchiré après les révélations. Certains défendaient encore Rachel, refusant d'admettre que leur transformation avait été empoisonnée dès le départ. D'autres commençaient à affronter la réalité, réalisant que leur perte de poids venait de substances illégales administrées par leurs propres enfants. La communauté du club de sport ne s'en remettrait jamais vraiment. J'ai commencé à remonter la pente, aidée par une thérapie imposée par le tribunal. Certains jours, je parvenais à regarder Emma sans voir l'ombre de Rachel. Reprendre confiance prendrait des années, mais on s'accrochait. La thérapeute m'a appris à apprivoiser la culpabilité d'avoir utilisé Emma comme preuve, la colère contre papa, le deuil d'une famille éclatée. L'ordonnance de protection définitive garantissait que Rachel ne pourrait plus jamais contacter Emma, même si la petite demandait encore quand la dame des vitamines reviendrait. Sa thérapie l'aidait peu à peu à comprendre qu'elle avait été manipulée, pas utile. Le travail de déconstruction durerait longtemps. 6 mois plus tard, papa s'est réveillé de son coma. Il devait désormais subir 3 dialyses par semaine à cause de séquelles rénales, mais il était en vie. Ses premiers mots cohérents furent pour demander Emma. Lorsqu'elle s'est précipitée vers lui, j'ai retenu mon souffle. Puis elle s'est blottie en larmes dans ses bras, sans un mot sur les vitamines ou la minceur. La thérapie d'Emma l'aidait à distinguer l'aide du danger. Elle avait arrêté d'expliquer les vitamines aux autres, cessé de se toucher le ventre, cessé de parler de Rachel, de petites victoires qui comptaient énormément. Avec maman, on a suivi une thérapie familiale. On réapprenait à communiquer sans hurler, à faire confiance sans tout remettre en doute, à protéger Emma sans l'étouffer. Le thérapeute nous répétait que la guérison n'était jamais un long fleuve tranquille. D'autres rechutes viendraient, mais nous avions décidé d'avancer. Rachel a purgé sa peine sous surveillance électronique, suivie d'un accompagnement psychiatrique soutenu. Au fond de moi, j'espérais qu'elle finirait par trouver un peu de paix, qu'elle arrêterait de chercher à sauver son père disparu à travers les familles des autres. Mais surtout, je voulais qu'elle ne s'approche plus jamais d'aucun enfant. J'ai repris mes études à temps partiel tout en travaillant au centre de santé de la fac, où mon rôle consistait à alerter les étudiants sur les dangers des coachs bien-être douteux et des régimes miracles à risque. À chaque intervention, j'avais l'impression d'expier ma propre culpabilité, comme si je payais de n'avoir pas su protéger papa à temps. Le plus dur, c'était d'accepter à nouveau les câlins innocents d'Emma, après que Rachel avait perverti l'amour d'une enfant, transformant la tendresse en poison. Mais Emma, elle, n'était qu'une petite fille qui voulait juste serrer son père dans ses bras. Elle méritait de pouvoir donner des câlins sans avoir à se poser de questions. La guérison de papa progressait doucement, mais sûrement. Il avait repris du poids, retrouvait peu à peu la santé, suivait une thérapie pour ses troubles alimentaires et s'efforçait de retisser des liens avec Emma. Il ne parlait jamais de ces mois de chaos, mais parfois, je le voyais, les yeux brillants de larmes, à contempler de vieilles photos. Notre famille ne serait plus jamais la même. Les blessures étaient trop profondes, la confiance trop ébranlée. Pourtant, nous apprenions à reconstruire quelque chose sur les décombres, pas la famille d'avant, mais peut-être bien plus solide. Aujourd'hui, Emma dessine de nouveaux tableaux. Notre famille réunie,
sans obsession de muscles ou de minceur, juste des bons hommes qui se tiennent par la main. Je les garde précieusement, ils sont la preuve qu'on peut guérir, même après les pires épreuves. Pour nous, la chaîne des traumatismes liés au corps s'arrête là. Nous serons suffisamment attentifs pour la rompre, assez informés pour repérer les signaux d'alerte, et assez forts pour protéger les plus vulnérables. Emma grandira en sachant que l'amour, ça veut dire confiance et sécurité, pas manipulation. Il m'arrive encore, certaines nuits, de rêver à ces mois d'enquête. Je me réveille avec l'envie de vérifier le compte Instagram de Rachel, ou d'aller traîner devant la salle de sport. Mais ensuite, j'entends les rires d'Emma dans la pièce d'à côté, je vois les médicaments de papa bien rangés sur la table, je sens la main de maman qui se pose sur mon épaule. On s'en est sorti, cabossé mais debout. Il fallait s'en contenter. Bon, eh bien, quelle histoire. Merci d'avoir suivi tout ça avec moi, pendant que j'essayais d'y voir clair. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, je tire ma révérence.